Moi, je le ferai. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. On peut mettre Bonjour. dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, pour qu'on puisse tous démarrer. Yeah. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Moi, c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Cherry-Pick. Donc, très rapidement, nous, on a réalisé une petite étude sur le mois d'avril et de mai pour comprendre un peu l'impact de la crise sur les freelances et aussi les entreprises. On a vu qu'il y a 40% des entreprises qui ont dû annuler ou reporter des projets et 42% qui ont eu recours au chômage partiel. Et du coup, cet impact sur les entreprises, il y a eu un impact direct sur les freelances qui dépendent des entreprises. Et il y a 54% des freelances qui ont ressorti un très fort impact sur leur activité, 72% qui ont connu quand même une baisse de chiffre d'affaires et plus de 60% qui ont eu des projets annulés et reportés. Donc, même si depuis la fin du déconfinement, l'activité a repris petit à petit, que les clients reviennent, c'est toujours une période un peu compliquée et vous êtes beaucoup à chercher des missions. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, donc vous aider à comprendre la crise, quels sont les impacts sur le long terme, puis surtout comment retrouver des clients et définir une offre qui ne soit pas complètement dépendante du contexte. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, on accueille François Tourette et Thomas Burpidge. Je vous laisse vous présenter rapidement. Thomas, vas-y. Yes, merci Tiffany, content d'être là. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis freelance moi-même et du coup, je suis très content d'être là avec François parce qu'on va pouvoir apporter un regard croisé, moi côté freelance et François côté acheteur. Du coup, de mon côté, mon activité, je fais de la stratégie et du storytelling de marque, beaucoup pour l'écosystème startup parisien. Et à côté de ça, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je crée beaucoup de contenu et ce que j'appelle des expériences pédagogiques pour les indépendants, notamment mon podcast Young, Wild and Freelance, dont mon petit micro est là avec moi. Donc, s'il n'y a pas des gens qui écoutent encore le podcast, je vous invite à aller checker parce qu'il y a beaucoup de ressources pour aider les indépendants à se développer là-dedans. Merci. Okay. Vas-y, François. Donc, François Tourette, ça fait une vingtaine d'années que j'anime la communauté des responsables achats des grands groupes qui sont amenés effectivement donc, à acheter de la prestation intellectuelle en particulier. Donc, jusqu'à maintenant, ils achetaient essentiellement des salariés de SN et de plus en plus, ils achètent des freelances via des plateformes ou des sociétés d'intermédiation qui leur proposent un certain nombre d'indépendants. Et donc, tous les ans, je réalise des benchmarks auprès de cette population d'acheteurs de grands groupes pour voir un petit peu quelles sont les tendances qu'il y a sur leur manière de fonctionner, sur comment ils sourcent. Et cette année, d'ailleurs, j'ai fait une étude sur le sourcing innovant concernant les achats de prestations intellectuelles et j'ai recensé un grand nombre de plateformes et de sociétés d'intermédiation qui répondent aux besoins des acheteurs au travers effectivement d'indépendants. Ok, cool. Et du coup, c'est bien, on va pouvoir avoir les deux visions sur le marché, donc ça c'est super. Pour tous les participants, j'ai mis un petit sondage si vous pouvez répondre rapidement, si vous ne l'avez pas vu. C'est juste pour comprendre qui est là et votre situation pour après pouvoir peut-être adapter un peu nos réponses. Du coup, Thomas et François, est-ce que vous voulez faire un petit bilan un peu du coup des impacts de la crise, ce que vous avez ressenti en tant que freelance et en tant qu'acheteur sur le marché? Tu as envie de commencer, François? Je te laisse y aller. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ce que la crise a montré et a mis en évidence, c'est que avant le 15 mars, il y avait, on va dire, le monde des ESN qui était assez présent, voire très présent dans les grands groupes, et puis un certain nombre aussi d'indépendants qui étaient présents dans les grands groupes. Le 15 mars, lorsqu'il y a eu le confinement, les grands groupes, les opérationnels et les acheteurs se sont aperçus extrêmement rapidement que les indépendants étaient très agiles et être en télétravail, pour eux, c'était du quasi naturel, puisque beaucoup d'indépendants ont un petit coin chez eux pour un petit bureau ou autre. Et donc, ils ont eu une capacité d'adaptation qui a surpris les grands groupes qui eux-mêmes n'étaient pas forcément prêts à être en télétravail. Et ceci
en comparaison, pas en opposition, mais en comparaison avec les salariés des ESN, d'Atos, Cap ou autres, qui, eux, lorsqu'on les a mis en confinement, ils n'avaient pas forcément un point bureau chez eux, ils n'étaient pas forcément, entre guillemets, capés ou l'état d'esprit pour être en télétravail. Et donc, ils ont eu un temps d'adaptation qui a été beaucoup plus long que les indépendants. Et du coup, ça a monté, on va dire, ça donne l'aide de noblesse aux indépendants vis-à-vis des grands donneurs d'ordre qui ont trouvé, au travers des indépendants qui ont pu suivre très facilement le télétravail et être opérationnel quasi immédiatement, ça a été, on va dire, très apprécié par une grande partie des grands groupes qui avaient, effectivement, qui commençaient à avoir des indépendants. C'est super intéressant ce que tu dis, François, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand on parlait pendant la crise, il y avait tout ce discours de le nouveau monde, etc., etc. Je pense qu'effectivement, le télétravail dans l'acceptation, entre guillemets, du marché a fait énorme. J'ai vu qu'il y a énormément de boîtes qui sont passées d'ailleurs en full remote comme Twitter, Shopify, ce genre d'entreprise-là. Et c'est vrai que moi, la sensation que j'ai, c'est que les indépendants, on est entre guillemets bien équipés pour ça parce que c'est notre quotidien. Et on a déjà appris à travailler comme ça. Du coup, c'est super intéressant que tu dis ça. Parce que le discours qu'il y a de l'autre côté de la balance, et je pense que certains indépendants le ressenti, c'est de se dire que quand tu es freelance, non, j'ai perdu le mot, le degré d'ajustement de l'économie. Non, c'est l'inverse. Voilà, la variable d'ajustement. Et ça, c'est le discours de l'autre côté. Donc, il y a le côté, oui, on a toutes les ressources et on a les compétences pour ce nouveau monde du travail, entre guillemets, mais en même temps, comme il y a la flexibilité qui va avec, certains peuvent ressentir cette forme de précarité, entre guillemets, de se dire, du jour au lendemain, on peut me jeter. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à la question, c'était l'impact de la crise. Finalement, moi, ce que j'ai vu pour la plupart des indépendants que j'accompagne, c'est qu'il y a ceux qui ont perdu leur mission, dont leur mission a été annulée. J'y vois deux raisons. La première, c'est que tout simplement, changement de contexte, certaines missions sont plus possibles. C'était notamment le cas pour tous les freelances de l'événementiel. Ouais, événementiel. Tout d'un coup, on peut plus se réunir, on peut plus avoir 50 personnes dans un endroit clos, plus. Et du coup, tous les free qui étaient en train d'organiser des événements, forcément, le contexte n'est plus favorable à leur mission. Donc ça, voilà, il y a un problème de contexte. Mais je pense qu'il y a aussi un autre truc où certaines boîtes dans ces situations de crise, forcément moins d'influx de clientèle et tous ces problèmes-là. Et du coup, elles se mettent un peu en mode survie. Et quand on est en mode survie, c'est quoi les premières choses qu'on lâche? C'est toutes les choses qu'on juge ne pas être essentielles. Et là, je pense que du coup, pour les freelances qui ont vu leur mission annulée et repoussée pour ça, il y a un problème de valeur perçue de leur travail, en fait. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire entre guillemets pour soi individuellement, de se dire comment je fais pour augmenter ma valeur perçue, pour que je sois perçu comme un maillon essentiel de la chaîne et que ce soit pas moi qu'on coupe au début et que je sois du coup l'ajustement nécessaire pour survivre à la crise. Ouais, parce que pour les entreprises, virer un CDI, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, souvent, c'est les consultants qui sautent en premier. Et c'est un travail des freelances de montrer leur valeur, mais aussi que les entreprises en prennent conscience, quoi. Et ça, je pense que ça va venir petit à petit. On y arrive, parce que la plupart des freelances sont experts dans leur domaine, alors qu'il y a plein de personnes en CDI qui sont peut-être là depuis un certain nombre d'années dans les entreprises, qui se prennent un peu, on va dire, la confiance, et du coup vont être peut-être moins challengés, etc., que des indépendants qui vont sauter de mission en mission et devoir s'adapter continuellement au marché, quoi. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que l'agilité qu'apportent les freelances est aussi extrêmement importante, puisqu'il y a eu des missions et des freelances qui étaient en mission. Alors moi, c'est une vision grand compte uniquement. Je ne connais pas forcément les clients start-up et autres. Ce que je dis, c'est vraiment par rapport à des clients grand compte, le SBF 120. Et donc, un certain nombre de ces clients ont proposé à des freelances qui étaient, par exemple, qui étaient pour animer la communauté des clients, donc qui étaient des community managers pour animer les clients de ces rencontres,
au moment où ils n'avaient plus de clients, de dire, bon, bah, au lieu de les remercier et leur dire, bon, bah, on suspend la mission ou on l'arrête, ils ont, pour certains, gardé ces community managers pour animer leurs propres ressources internes qui étaient déportées chez eux. Et là aussi, donc, c'est une capacité de répondre à des nouveaux besoins et les indépendants, je pense que de par leur expertise et leur agilité un petit peu naturelle, sont un atout aujourd'hui pour accompagner ces grands groupes entreprises au travers de missions auxquelles, au départ, on va dire avant le 15 mars, personne n'avait forcément pensé, mais que, bah, au fil de l'eau, il y a des idées qui émergent. Et puis finalement, on avait prévu tel projet, c'est pas grave, celui-là, on le met de côté et on garde ces ressources qui sont, on va dire, intéressantes pour faire d'autres projets qui vont aider à la transformation digitale de l'entreprise. Ouais. Je vois des questions qui arrivent et j'ai envie d'y venir, mais j'ai juste envie de rebondir sur ce que dit François avant qu'on réponde à vos questions. Mais elles sont super intéressantes. Ce que je voulais te demander, François, c'est rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, je pense que le piège dans lequel on peut tomber quand on est freelance, c'est de se dire, bah, en fait, les entreprises ont plus besoin de moi parce que le contexte a changé. L'exemple du community manager, il est top. Ça se trouve, pendant la crise, on va se dire, bah, la boîte va se dire, on va pas communiquer. Mais effectivement, ce qui est intéressant pour nous, les indépendants, c'est de se demander, bah, quels sont les nouveaux besoins qui ont émergé pour mes clients. Parce qu'il y a toujours des besoins. C'est pas les mêmes qu'avant, ça c'est clair et net parce que le contexte a changé, mais il y a des nouveaux besoins. Et moi, ce que je porte beaucoup pour les indépendants, c'est de leur dire de vraiment réfléchir en profondeur à qui sont les typologies de clients avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et quand on est là pour le client avant d'être là pour juste la mission sur une période donnée, bah là, on se dit, bah, même si ces besoins évoluent, j'ai tellement envie de travailler avec eux que je suis prêt à accompagner les nouveaux besoins. Du coup, l'exemple que tu donnais sur le community manager, il est top. C'est un changement complet de scope de mission, entre guillemets, mais on continue de travailler avec les mêmes personnes, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi par rapport, et on va dire, je pense que c'est une force, alors une force et une faiblesse des indépendants, mais avant la crise, les grands groupes avaient des difficultés à trouver des experts et des sachants. Quand ils se sont posé la question, est-ce qu'il vaut mieux remercier des consultants d'Atos ou un consultant expert indépendant, bah, ils ont quand même plutôt, je parle pour les experts et les sachants, essayer de remercier plutôt les gens d'Atos parce qu'ils savent qu'Atos, de toute façon, leur reproposera un autre profil à la fin de la crise. Alors que si je remercie un indépendant, bah, en lui disant je t'attends dans 3 mois, on ne le retrouvera pas et c'est normal. Donc, c'est pas. Je pense qu'il y a eu aussi ce genre d'événement qui s'est produit. Ouais. Il y a des questions du coup qui passent par le chat sur la relation en direct. Moi, c'est une question qui m'est venue en plus quand tu t'es présenté, François. Oui. Est-ce que tu vois dans ta communauté d'acheteurs des gens qui veulent de plus en plus passer en direct avec des indépendants ou ils sont vraiment à la recherche de cet intermédiaire de confiance qui peut gérer la sélection et ce genre de choses, par exemple? Alors, pour les grands comptes, ils ne souhaitent pas passer en direct. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que travailler avec un Atos, un Cap, les acheteurs sont équipés, ils savent traiter avec un Atos qui est aussi gros qu'eux ou un Cap. Travailler avec Dupont et Durand, ils n'ont pas la ligne pour. Ils n'ont pas le système d'information pour. Donc, c'est pour ça et puis, c'est compliqué pour eux pour une autre raison, en particulier une raison juridique et légale, c'est qu'il y a un grand nombre de typologies d'indépendants. Il y a l'indépendant auto-entrepreneur, il y a l'indépendant qui a son EURL, donc il va être un travailleur non salarié. Il y a l'indépendant qui va avoir sa SASU, qui lui va être salarié de son entreprise. Il va y avoir celui en portage salarial. Tout ça fait des contrats différents avec des problématiques liées au délit de marchandage, près de main-d'œuvre illicite et tout ce qui va, que les grands groupes ne veulent pas s'embêter avec ça. Et donc, c'est pour cela qu'ils choisissent des plateformes sur lesquelles il y a des indépendants qui vont faire ce travail de sélection, de sourcing et de sécurisation de la prestation. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu l'observation que je fais aussi à date. Et moi, la réflexion que j'essaie d'avoir, c'est est-ce que sachant que du coup, je pense, ça va se démocratiser de plus en plus, le fait d'avoir des indépendants experts ciblés qui viennent pendant un temps sur une mission pour mettre en place quelque chose, peut-être même manager. Il y a eu plusieurs épisodes sur le podcast, justement, où on parlait un peu de ça.
Et je vois aussi des grands groupes et qui bossent notamment avec des indépendants pour mettre ça en place, qui créent leur propre vivier et du coup leurs propres ressources en interne de communautés d'indépendants qui sont pas forcément toujours là, mais en fonction des différentes problématiques. Donc, je ne sais pas si c'est une évolution future et qu'aujourd'hui, ils passent par des plateformes pour commencer à travailler sur la relation, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer quand même dans le temps, des nouvelles manières de travailler et d'organiser un réseau de freelance pour, entre guillemets, garder les meilleurs et ainsi de suite, quoi. Après, je ne suis pas à l'intérieur, donc ce serait intéressant, François, de voir si tu as observé ça dans certains endroits. Alors, si c'est encore des signaux faibles. Non, les grands groupes ne veulent pas. C'est un métier d'animer une communauté d'indépendants. Oui, bien sûr. Et les plateformes sont là pour le montrer. Et c'est un métier qui est compliqué. Parce qu'il y a, dans indépendant, il y a le monde entier. Il y a des typologies. Il y a un photographe, il y a, comme tu disais, une personne qui fait de l'événementiel. Il y a un informaticien, il y a des consultants en stratégie. Et parler à ces différentes populations, c'est des différents modes de communication pour chacune des typologies d'indépendants. Donc, et c'est pour ça qu'il y a une multitude de plateformes. Il y en a des génériques et il y en a des spécialisés. Mais aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas intérêt, ils n'ont pas envie les grands groupes de créer leur propre communauté d'indépendants. Ils préfèrent se reposer sur des gens qui savent faire, tout simplement. Mais du coup, plus avec des petites sociétés qui n'ont pas encore de contraintes de volume et de contrats, quoi. Ouais, ou c'est pas encore standardisé pour gérer le volume, C'est intéressant. Je sais pas si tu veux rebondir sur d'autres questions, Tiffany, dans le chat, parce que sinon on peut peut-être arriver à. On parlait là beaucoup grand groupe, peut-être qu'on peut venir sur pour un indépendant aujourd'hui qui est face à ce nouveau contexte, c'est quoi un peu la marge de manœuvre qu'on a aussi chacun individuellement, quoi. Parce que là, du coup, en parlant de ça avec François, on pourrait se dire, en fait, j'ai pas trop de marge de manœuvre, je suis un peu dépendant du bon vouloir de ces entreprises et de leurs besoins. Donc peut-être qu'on peut arriver sur cette prochaine partie, sauf s'il y a une question sur laquelle tu veux rebondir. Non, vas-y. Après, je pense que petit à petit, on va répondre à des questions en parlant et puis on checkera après les questions qui restent. Ouais, ok, cool. Parce qu'effectivement, je pense que le premier point, c'est un peu ce qu'on abordait là, comme disait François. Pour moi, la première chose à faire pour nos clients actuels, même ceux qui ont mis en pause ou annulé des missions, la première chose, c'est réussir à comprendre c'est quoi leurs nouveaux besoins dans ce nouveau contexte. Parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Mais par contre, il y a toujours des besoins qui demandent peut-être d'autres compétences que celles qu'on utilisait avant sur les missions en cours. Peut-être c'est les mêmes compétences, mais dans un autre contexte. Mais pour moi, c'est toujours ça le point de départ. Et même avant crise, avant confinement, le premier point de tout indépendant qu'on doit faire, c'est comprendre c'est quoi les besoins et les problématiques de telle ou telle typologie de clients avec qui on veut travailler et qu'est-ce que je peux construire et leur proposer pour répondre à ces besoins. C'est la base de tout le marketing et de toute l'approche marketing. Donc pour moi, c'est ça déjà un premier truc qu'on peut faire, c'est réussir à se demander c'est quoi les nouveaux besoins qu'ont mes cibles et comment j'adapte mon activité pour répondre à ces nouveaux besoins émergents qui vont sûrement continuer de se développer avec la reprise et peut-être la rechute et peut-être la reprise après, on verra. Mais je pense que c'est ça déjà le premier point qu'on peut faire de notre côté, quoi. Oui, parce que la crise, les entreprises ont eu des besoins spécifiques à ce moment-là. Et il y a tout le côté transformation digitale, remote, etc. Même côté événementiel, ça a bougé parce que de plus en plus d'événements en live, etc. Et donc oui, c'est comment on s'adapte à la crise et comment on adapte son offre au futur, quoi, plus tard. Mais du coup, je vous laisse tous les deux. Tu dirais quoi, toi, François, côté acheteur, en gros, c'est quoi aujourd'hui les nouvelles recherches aujourd'hui, par rapport à la crise? Les nouvelles recherches, ça va être… Aujourd'hui, ils sont à l'écoute de leurs opérationnels. Les acheteurs, c'est une fonction de support, c'est au même titre que les RH. Donc, il y a leurs opérationnels qui viennent leur dire, voilà, je cherche un data scientist, un PMO, un RSSI pour une mission, pour un projet, trouve-le-moi. Jusqu'à maintenant, ils se retournaient et ils regardaient au travers des ESN.
depuis 2-3 ans, ils s'aperçoivent que les sachants et les experts ne sont de moins en moins dans les ESN, donc il faut les sourcer. Et pour les sourcer, aujourd'hui, il faut les sourcer. Il y en a un certain nombre qui sont en indépendant, soit en portage commercial, soit en portage salarial. Et du coup, ils se disent, voilà, il faut qu'on référence un certain nombre de plateformes, voire de prestataires au sens large, hein, puisque ça peut être aussi des managers de transition, ça peut être aussi en intérim. Ils se posent, ils ont une problématique contractuelle à résoudre, mais aujourd'hui, qui sache faire du clé demain pour manger, à la limite, la typologie du prestataire, qu'il soit indépendant, en ESN, en manager de transition, en intérimaire ou quoi que ce soit, ça m'est égal. Tant qu'il fait le boulot que je lui demande, tant que j'arrive à le trouver, qu'il fait le boulot que je lui demande, à un prix marché. Donc là, il y a des habitudes qui sont en train de changer où ils sont en train d'ouvrir leur référencement, ou tout au moins la manière de sourcer, à d'autres typologies d'entreprises, de prestataires, que les ESN classiques. Parce que le monde du travail a changé, ça s'est accéléré là avec le Covid, et donc, du coup, il faut changer leur méthode de sourcing et ne pas rester qu'avec des ESN, mais aussi trouver des indépendants. Et comment le faire? C'est là où je les aide à trouver des indépendants. Et est-ce que les acheteurs, pour l'instant, c'est quoi la différence qu'ils font entre les ESN et les plateformes ou passer en direct? Enfin, pourquoi ils vont passer par des ESN ou par des plateformes? Alors, au départ, ils passaient, on va dire, depuis 40-50 ans, ils passaient par des ESN parce qu'il y en avait et ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, les bonnes ressources, les sachants et les experts sont en format indépendant ou ne sont plus exclusivement dans les ESN. Donc, j'ouvre mon sourcing à d'autres typologies de prestataires, donc que ce soit des plateformes ou d'autres types d'entreprises. Avant, je mettais une contrainte. Maintenant, comme je n'ai plus le choix, parce que de toute façon, ces ressources sont sur ces plateformes ou sur des sociétés d'intermédiation. Donc, aujourd'hui, je les mets au même niveau puisque aujourd'hui, si j'ai besoin d'une ressource, ce qu'on appelle en assistance technique, un Atos c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Par contre, si je veux faire un gros projet, je veux faire l'informatique des Jeux Olympiques, je prends Atos parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils font ça très bien. Il y en a, et les indépendants, ils ne font pas ça. Hein. Donc, c'est vraiment, je pense, les ESN qui vont peut-être, ou en tout cas qui ont une raison d'être sur des gros projets ou sur des projets au forfait, alors que lorsqu'il y a des besoins ponctuels en assistance technique, les ESN avant le proposaient, elles continuent à le proposer, mais il n'y a pas que maintenant, il y a aussi donc toutes ces plateformes d'indépendants qui proposent de l'assistance technique unitaire pour 3 mois, 6 mois au TGM. Quoi. Ok. Et après, au niveau des types de besoins, ce que disait Thomas, parce que là, pendant la crise, on a eu des défis un peu managériels, de transformation digitale, de full remote, etc. Est-ce que là-dessus, les besoins ils ont changé ou pas? Alors, je pense que ça va, ils sont tous en train de se poser la question comment ils vont redémarrer en septembre. Est-ce qu'on va prendre des prestataires full remote ou pas? Je pense que le monde, il n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire c'est pas remote ou en présentiel. Je pense que c'est un mix des deux et que je pense que c'est ce qui risque de se passer, entre guillemets, à la rentrée. Je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ce que j'ai l'impression du coup qu'on parle pas mal IT là aussi. Tout à fait. Alors, je parle IT, conseil en management ou conseil en stratégie. Et je suis curieux d'avoir ton avis aussi par rapport à, il y a un autre élément qui se développe beaucoup dans l'écosystème indépendant, qui sont les collectifs. Oui. C'est une nouveau format où on se réunit entre indépendants sous une marque commune. C'est souvent sectoriellement. Il y a d'ailleurs pas mal de collectifs qui sont spécifiques sur du développement, par exemple. Top5 ou HappyDev ou des trucs comme ça, oui. Ce genre de choses. Comment c'est reçu ça côté grand groupe, notamment côté acheteur? Parce que tu disais, sont pas prêts à passer en direct encore. Mais est-ce que le format collectif qui peut prendre la forme de plein de choses? Moi, par exemple, je fais partie d'un écosystème et on a une SaaS qui nous représente, mais on est tous indépendants et on facture via la SaaS. Ça, c'est reçu comment, du coup, que ce soit une
c'est plus une entreprise finalement. Oui, c'est un GIE, une SCOP. Alors, après, il y a plein d'organisations. Hein. Tu as des GIE qui sont en train de se monter. Là, un GIE, il faut faire attention parce que c'est solidaire opérationnellement et financièrement. Donc, un GIE, c'est vraiment quelque chose de lourd à C'est monter. engageant, quoi. Ouais. Après, il y a des SCOP. Après, il y a un petit peu de tout. Pour l'instant, j'en vois très peu dans les grands groupes qui sont présents. Parce que les acheteurs ne les ont pas identifiés, qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment aujourd'hui encore qui peuvent répondre à leurs besoins. Mais tu penses que à terme, effectivement, là, c'est signal faible, encore une fois, mais quand ça structure plus, et je pense que nous aussi, indépendants, pour les gens dans le chat, on a un rôle d'éducation là-dessus, de montrer qu'on est capable, dans certaines structurations et certaines organisations, de répondre à différents besoins. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui deviendra potentiellement dans le temps recevable? Imaginons un collectif d'indépendants où il y a une vingtaine de développeurs pour porter tout un projet de développement entre eux, parce qu'en plus de ça, ce qui est intéressant avec les collectifs, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble de plus en plus. Moi, j'ai des gens, c'est mes collègues, quoi, tu vois, donc... Oui, à partir du moment où le collectif sera capable de s'engager, parce qu'ils vont demander des engagements forts, et donc des engagements au niveau légal surtout, et puis après, bien sûr, au niveau opérationnel. Mais donc, il va falloir que ce soit bordé au niveau... parce qu'un acheteur, c'est un gestionnaire de risques opérationnels, de risques financiers et, en particulier sur les prestations intellectuelles, de risques légaux et juridiques. Et ça, il faut que le collectif soit à même de prendre cette responsabilité-là. S'il apprend... Et par contre, mon avis, c'est pas simple. Hein, c'est loin d'être trivial. Hein. Ça pourra percer dans les grands groupes. Maintenant, s'il n'y a pas une prise de responsabilité forte et un engagement fort de ces collectifs, je suis pas sûr que... je pense que ça va mettre plus de temps, du coup. Ça répond à une des questions du chat, du coup, de Gaëtan, qui demandait ce que c'était les peurs récurrentes face à un indépendant des grands groupes, et il demandait justement si c'était pas la peur du désistement du jour au lendemain. La peur du désistement, alors de temps en temps, c'est exprimé, mais je n'y crois plus ou pas, parce qu'aujourd'hui, même si je suis salarié de chez Atos, demain, j'ai plus envie de faire la mission, j'en ai marre, je vais arrêter ou on peut me sortir rapidement. Donc, un indépendant, c'est pareil. Bon, puis, alors, oui, bien sûr, il y en a toujours qui craignent ça, parce qu'il y a des mauvais... il y en a qui ont abusé sur ce genre de choses. Mais c'est pas. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont eu une expérience mauvaise. Mais du jour au lendemain, il y a bien des consultants de grandes ESN qui sortent aussi parce que on les met autre part parce on les vend mieux sur un autre client. Donc, ce qui revient même. Je suis curieux, moi, de mon côté, Vas-y, pardon. Ouais. J'allais dire, je suis curieux, moi, de mon côté, les gens dans le chat, si vous pourriez nous partager un peu s'il y a eu des effets sur votre activité personnelle avec la crise et le confinement. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous? Parce que moi, du coup, ma posture est là où je peux vous aider, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans votre activité, c'est quoi les prochaines choses à mettre en place et comment vous pouvez mieux préparer le futur, sachant que c'est possible que ça arrive de nouveau. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat un peu où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été annulées? Enfin, c'est quoi un peu votre contexte actuel avec votre activité? Comme ça, moi, je peux rebondir là-dessus. Dans le sondage, on voit un petit peu. Est-ce que du coup, j'ai pas accédé au sondage? Sans mission. Pareil, qui ont eu des missions stoppées, annulées, reportées. Et il y en a 9 qui ont répondu oui sur les clients qui demandent une baisse de TJM. Ça, on peut peut-être en parler. Parce que pendant la crise, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui ont essayé de réduire leur budget et qui ont peut-être demandé aux freelances de baisser leur TJM. Peut-être qu'ils l'ont fait naturellement pour augmenter leurs chances. Je sais pas, Thomas et François, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'était vraiment un besoin? Est-ce qu'il faut pas faire attention à pas dénigrer un peu son travail? Dans les grands groupes, ça a été très, très rare, ce genre de choses. Ils ont été plutôt bienveillants avec on va dire les indépendants ou les petites structures. Et de manière générale, ils n'ont pas essayé de négocier 50 € sur un TJ pour un indépendant. Le gain est quasi nul, quoi. En tout cas pour un grand groupe, ça ne va pas lui changer la face du monde.
Et en image de marque, c'est pas bienveillant. Et pendant le confinement, les grands comptes ont plutôt été bienveillants. Alors en septembre et autres, ils commencent à demander, bon, bah, finalement, le marché, le prix marché a baissé sur certains profils et il va augmenter sur d'autres profils. Ils nous ont déjà donné des listes, hein, pour savoir ce qui j'ai fait des sondages, moi, pour savoir ce qui allait plutôt augmenter et ce qui allait plutôt baisser. Et donc, ils vont regarder en septembre les prix marché, tout simplement. Donc, c'est juste une question d'offre et de demande. Donc, oui, il y a des TGM qui vont baisser et oui, il y a des TGM qui vont augmenter en fonction des profils. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que je pense la réaction naturelle que peut avoir un indépendant dans ce genre de cas où voilà, tu sais que c'est de la crise, ça se trouve, tu as une discussion avec un de tes clients qui va te dire ouais, c'est un peu la merde, etc. Tout de suite, tu vas avoir la peur de oh là là, qu'est-ce qui se passe si on annule la mission, surtout pour des indépendants qui sont peut-être au début de leur activité et qui n'ont pas 25 000 des contacts clients. Là, forcément, c'est un peu la peur qui prend le contrôle et nous pousse à essayer de trouver un maximum de solutions pour garder. Et je pense que, comme tu dis, Tiffany, ça peut être dangereux, entre guillemets, parce que dans X mois, il n'y aura peut-être pas le souvenir de pourquoi on a baissé, de tous les éléments qui ont fait qu'on a baissé de CGM. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de perception, en fait. Moi, un des travaux que je recommande vraiment à une majorité, à tous les indépendants de faire d'ailleurs, c'est vraiment de travailler sur leur valeur perçue. C'est-à-dire, comment est-ce que vos clients et vos prospects perçoivent la valeur que vous allez leur apporter au travers du fait de travailler avec eux et au travers de vos services. Parce que si cette valeur-là, elle n'est pas perçue comme étant vraiment importante, essentielle et apportant beaucoup de bénéfices, parce que finalement, un acheteur, c'est quoi? C'est un investisseur, en fait. Il va placer une somme quelque part et il va attendre de recevoir plus de valeur dans le futur par rapport à son placement, que ce soit valeur monétaire sur suivi de projet dans le futur ou alors aller plus vite, avoir accès à une méthode qui fait qu'on ne fait pas d'erreur sur le développement du projet et on avance dans le bon sens directement. Voilà, il y a plein de drivers. Mais je pense qu'il faut vraiment réussir à faire percevoir que travailler avec vous, ça permet de faire, entre guillemets, x10 sur la valeur investie au départ. Et ça, c'est un vrai travail que vous devez faire pour vous demander c'est quoi les choses qui ont de la valeur pour les clients avec qui j'ai envie de travailler et comment moi, j'augmente la perception du fait que j'apporte des choses sur ça, sur son expertise métier, sur le fait que vous êtes une personne avec qui c'est très bien de travailler et tout va vite, où il y a des bons échanges. Enfin, voilà, ça dépend des critères que valorisent les clients que vous ciblez. Mais je pense que ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire d'augmenter sa valeur perçue pour que dans ce genre de situations qui peuvent être critiques pour certaines boîtes, on ne soit pas le premier à passer par la porte ou on ne soit pas le premier à qui on demande baisse tes tarifs, quoi. Parce que si on nous perçoit comme étant essentiel, on ne nous demandera pas ça, en fait. Parce que là, sur le TGM, il y a Stéphane qui demande si l'impact sur le TGM, il est sur le type de profil ou sur l'expertise. Et est-ce qu'il y a des exemples de domaines où le TGM il a baissé? Comme ça, là, je les ai plus tous en mémoire parce que bon, j'aurais demandé une liste assez complète, mais on va dire l'informatique de manière essentiellement en informatique ou en marketing com. Donc là, c'est sûr que en marketing com, il y a moins de besoins. Donc s'il y a moins de besoins, il y a plus de concurrence tout simplement. Donc les TJ vont augmenter, vont diminuer. Maintenant, si vous êtes RSSI ou data scientist, votre TJ il ne peut qu'augmenter. De toute façon, vous ne négociez pas. Donc, on reste comme un produit, c'est l'offre à la demande. Hein. Marché. C'est le prix marché, tout simplement. Ce que je dirais du coup sur ça, parce que du coup, je prêche pour ma paroisse marketing.com. Ouais, c'est vrai je pense que, comme tu dis, les besoins de certaines choses ont diminué. Et si effectivement, tu vois, par exemple, imagine, on reprend l'exemple community manager. Si je continue de me battre pour faire une stratégie de communication comme avant, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas le sujet parce que il y a tellement d'incertitudes qu'on va pas prévoir une stratégie de communication sur un an parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le mois prochain. Par contre, le nouveau besoin, c'est comment est-ce qu'on fait pour adapter la communication de notre marque à cette situation d'incertitude où il se passe tellement de choses. Comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on doit parler de ça? Est-ce qu'on doit être plus présent de nos clients? Comment est-ce qu'on interagit avec eux? Sur quoi on prend la parole? Est-ce qu'on prend la parole?
Et ça, c'est d'autres besoins et d'autres manières de piloter qui sont presque plus quotidiennes, presque cellules de crise. Oui, non, Et je pense que l'enjeu d'un indépendant, du coup, c'est d'identifier ça et de se dire, il y a ces nouveaux besoins. Et sur ces nouveaux besoins, il y a besoin d'expertise particulière ou presque le TJM augmente parce que c'est plus le même métier, entre guillemets, quoi. Donc, je pense effectivement là où je te rejoins, c'est sur les choses qu'on faisait avant. Évidemment que les TJM vont baisser parce que ceux qui vont continuer, ce sera moins essentiel à court terme et ils seront moins dans les besoins maintenant. Mais par contre, avec nos mêmes compétences et pour une même personne, notre TGM, il peut augmenter sur une autre typologie d'offre qu'on pourrait imaginer parce qu'on a les compétences, mais il faut l'imaginer, cette offre. Il faut l'imaginer, et puis il ne faut pas faire des prévisions, comme tu l'as dit, à 3 mois ou 6 mois, tu fais une prévision à 15 jours. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué de faire aujourd'hui. Le mars, personne ne savait ce qui allait se passer au 1er avril. Tout le monde avait des idées, mais personne n'avait la bonne. Hein. Et puis au 1er avril, personne ne savait ce qui se passait au 1er mai. Et là, c'est pareil. On peut faire toutes les conjonctures qu'on veut. Je ne sais pas ce qui va se passer au 1er septembre. Personne ne sait. Donc, il faut piloter à 15 jours. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire, bon, comme tu dis, hein, changer d'offre, en faire une, proposer une, bonne ou mauvaise, c'est le marché qui teste. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est le test and learn hein, aujourd'hui. Hein. Toujours, quoi. Se mettre un peu dans la peau d'un scientifique et être en mode, je fais une hypothèse, je la teste, ça marche ou pas, et puis c'est pas grave. J'affine au fur et à mesure. Et puis, l'agilité, s'adapter rapidement. Complètement. Et je pense qu'une autre chose dans ce que tu as dit qui est important pour les indépendants qui sont ici, c'est de développer cette forme d'empathie, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que vit un acheteur, qu'est-ce que vivent mes clients, c'est quoi leur problématique. Et effectivement, comme tu dis, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Donc, c'est très dur pour eux de prendre des décisions. Notre rôle à nous, c'est de les accompagner à mieux piloter ces décisions et être presque un conseil pour eux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au début du confinement. Un partenaire, mais dans le bon sens du terme. Hein, et aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent. Des gens qui leur donnent une vision du marché, qui leur donnent. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait rien. Donc, on peut tout savoir, hein, mais personne ne sait rien. Et je pense que c'est un avantage aussi des indépendants parce que la perception que va avoir un client par rapport à nous, parce qu'on est une personne physique, plutôt que par rapport à une boîte ou un ESN ou ce genre de plus grosse structure, nous, on va peut-être moins nous percevoir comme ils essaient de vendre à tout prix, mais plus comme on est en discussion d'humain à humain et on parle comme ça. Et je pense que c'est intéressant de se reconnecter à ça aussi, de se dire on peut jouer le rôle de juste les accompagner et même je pense qu'on doit incarner ça, même si au final ils ne travaillent pas avec nous. Ça crée un rapport humain qui est toujours intéressant, plus sur le long terme, mais il faut réussir à se déconnecter de il faut que je vende absolument parce que j'ai besoin de remplir le frigo. Mais à terme, ce genre de relations-là, elles sont super bénéfiques, quoi. C'est un peu un des impacts aussi qu'il y a eu cette crise, c'est qu'il y a eu un peu un besoin de retour à l'humain et de quête de sens, etc. Et faut remettre l'humain en avant, le conseil, et oui, quand on est indépendant, on a un rôle à jouer, on peut accompagner l'entreprise à faire ça ou ça, c'est pas juste vendre un produit, c'est vraiment de l'accompagner dans son développement, etc. C'est clair. La vente, j'ai une de mes associées sur un de nos programmes d'accompagnement. Elle était complètement anti-vente et marketing au début. Et quand elle s'est rendue compte qu'en fait, la vente, c'est presque du coaching, dans le sens, j'accompagne la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Mais du coup, effectivement, c'est complètement différent. On n'est pas dans cette posture de absolument que je vende. Ouais. Ça, je pense que Thomas, tu peux donner quand même des petits conseils pour comment définir son offre de manière pérenne et comment on se vend auprès des clients. Je pense que la réflexion nécessaire maintenant, genre à cette date du 29 juillet, parce qu'on a parlé un peu de l'impact et tout, pour aller de l'avant, ce que je dirais à tout le monde, c'est prenez vraiment un temps pour vous demander les gens avec qui vous travaillez, votre cible, entre guillemets, c'est quoi leurs nouveaux besoins, les nouveaux contextes dans lesquels eux, ils naviguent et comment vous pouvez apporter vos compétences à ça. Et pour ça, c'est souvent une des nécessités, c'est souvent se détacher du métier. Souvent, quand on se lance en indé, on se dit, voici mon métier et du coup, je fais ça comme ce que je faisais avant pour ceux qui étaient salariés et on calque un peu le truc. Et je pense que la démarche à avoir, c'est vraiment de se dire, il y a des besoins et des problèmes. Voilà les compétences que j'ai. Qu'est-ce que je peux construire pour leur proposer une réponse à ça avec mes compétences? Et ça se trouve, ça prend une forme qui n'était pas votre métier à la base, mais vous avez les compétences pour.
Ça, c'est un premier truc que je dirais comme travail. Et le second, partez du principe que ce genre d'événement peut arriver de nouveau. Je pense qu'on est au début de presque une décennie d'incertitude où il va se passer plein de choses différentes. Il y a eu la pandémie avec le confinement, mais il y a aussi les crises sociales avec Black Lives Matter aux US, etc. Enfin, ce genre de choses, je pense qu'on va en voir d'autres. Donc, partez du principe que du jour au lendemain, le contexte dans lequel votre activité s'épanouit peut changer du jour comme ça. Et si votre activité est dépendante d'un contexte, au final, vous êtes super fragile parce que le jour où le contexte il change radicalement, votre activité elle s'écroule avec. Les freelances de l'événementiel, c'est exactement ce qui s'est passé. Leur activité était dépendante d'un contexte où on pouvait se réunir à 50, 100, 200. Ils se disaient jamais de la vie ça va changer. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait plus se réunir? Et boum, le contexte change et boum, leur activité elle part avec le contexte. C'est comme si vous faisiez tout en présentiel et du coup confiné. Mince, mon activité elle peut pas se faire en confiné à distance. Je suis obligé de tout revoir de zéro. Donc moi, une question que je me suis beaucoup posée, c'est comment je peux construire différentes parties de mon activité avec différentes méthodologies de travail, différentes offres pour que je sois indépendant de tout contexte. Et pour moi, c'est vraiment ça l'indépendance du coup, c'est de pas dépendre d'un contexte donné et de toujours se demander où est-ce que moi j'ai du pouvoir pour construire un truc qui va pas se faire mettre de côté par un truc qui n'est pas en mon pouvoir, quoi. Ouais. Donc ce genre d'exercice, je pense que c'est intéressant à faire pour préparer la suite en se disant, genre la question que je posais aux membres de mes programmes d'accompagnement, c'est si vous saviez pertinemment que dans un an, il se repassait exactement la même chose, comment vous feriez pour vous préparer pour dans un an? Imaginons le 29 juillet 2021, on est confiné pendant 3 mois, vous le savez en avance, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Et je pense que ça, c'est une réflexion qu'on doit toujours avoir pour préparer toujours l'étape d'après et être prêt à rebondir rapidement, quoi. Et ça revient à l'agilité dont tu parlais, François, qui je pense est intégrée à notre manière d'être quand on est freelance, quoi. Ouais. Et au niveau de la définition du coup, de son offre, etc., il y a Guillaume qui demande si vous avez des ressources pour connaître un peu les prix du marché, pour savoir un peu où se positionner. J'ai pas compris la question. Il y a Guillaume qui demande est-ce qu'on a des ressources pour connaître les prix du marché, pour savoir à quel TJM, par exemple, se positionner, en fonction de son métier, etc. Des ressources, est-ce qu'il y a des, il y a des études, il y a des benchmarks, c'est le prix marché, de toute façon. Après, c'est un instant T dans un environnement donné. Avoir le prix marché, c'est relativement simple, c'est faire un appel d'offres le plus large possible. Et là, vous avez, faut pas prendre les extrêmes parce que souvent, ils sont pas forcément bons, mais sans ça, après, il faut se situer au milieu. C'est ce que je propose moi, tous les ans à mes acheteurs. C'est sur certains profils, voilà, je leur dis, voilà, en fonction de la seniorité, les TGM moyens, c'est observer, c'est ça, à l'instant T. Donc, il y en a qui augmentent, il y en a qui baissent. C'est vraiment consulter le marché pour savoir. Et le marché, il a explosé et il va encore exploser. Et je ne sais pas comment au mois de, on va dire, à la rentrée. Mais en tout cas, il est sûr que les choses vont changer en termes de TJM à la rentrée, puisque les entreprises sont en train de se poser la question comment refaire des référencements et autres. C'est un sujet que je vais traiter justement au mois d'octobre avec une centaine d'acheteurs sur comment référencer justement, comment sourcer aujourd'hui les ressources dont ils ont besoin. Ok. Et du coup, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu encore. Ouais, c'est cool. Comment tu te poses plus à la vue des grands groupes pour être identifié comme sachant? Sachant. Ça dépend sur sachant sur quel secteur d'activité. Après, est-ce que c'est ça peut dépendre des grands groupes et des secteurs d'activité. Parfois, ça va être auprès des opérationnels, parfois, ça va être auprès des RH, parfois, ça va être auprès des acheteurs. Là, ça peut dépendre d'un certain nombre d'éléments. Bon, là, je ne sais pas s'il y a des règles standards. Oui, il faut se faire connaître. Oui, il faut se déplacer loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, c'est une bonne manière de le dire. Il faut aller habiter, il faut faire du commerce. Ce que j'allais dire, c'est un autre métier. Ouais. Qui pourtant est essentiel quand on est indépendant de développer cette partie-là. Quoi. D'accord. Ce que je répondrais du coup, Pierre-Éric, à cette question-là,
parce que finalement, c'est une démarche marketing, c'est de se demander où est l'attention des gens que tu as envie de toucher. Quand tu dis grand groupe, je pense qu'il faut resserrer jusqu'à l'humain dans le grand groupe que tu as envie de toucher. Est-ce que c'est le directeur marketing? Est-ce que c'est le chef de projet? Est-ce que c'est l'acheteur? Il faut resserrer sur ça et te dire l'attention de cet humain, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans tel ou tel journal? Est-ce que c'est tel ou tel réseau, tel ou tel groupe, tel ou tel événement physique? Et ensuite, il faut que tu réussisses à te positionner dans une position de force sur ces vecteurs-là. Donc, en gros, si tu te dis, OK, l'attention de ma cible, elle est toutes les semaines dans Challenge, il faut que tu réussisses à te positionner comme quelqu'un qui est capable, qui écrit des articles sur ton sujet et sur ton expertise pointue dans ce genre d'endroit-là. Je dis Challenge parce que média classique, ça se trouve, c'est pas ça. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment forcément le cas. Moi, par exemple, l'attention des gens que j'ai envie de cibler, qui sont les indépendants pour mes accompagnements, je sais qu'elle est dans la recherche de contenu qui les aide à progresser. Qu'est-ce que je fais du coup? Je crée un podcast, 45 épisodes de contenu, où du coup, je peux capturer, entre guillemets, l'attention des gens avec qui j'ai envie d'interagir. Et du coup, on développe une relation comme ça, ce qui me positionne comme étant quelqu'un à qui on peut poser des questions. Donc, c'est la même démarche. Qui est l'humain? Où est son attention? C'est quoi les sujets sur lesquels elle cherche à trouver des réponses par rapport à ton expertise? Comment toi, tu te positionnes dans ces endroits? Je ne sais pas si on répondra à toutes les questions, Tiffany, il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a plein. Justement, je suis en train de regarder un peu. Marine, oui, design thinking, c'est connu dans les grands groupes. Ouais, je pense que ça, oui, ça se développe beaucoup dans les grands groupes. On peut essayer de répondre à l'écrit aussi, ceux qui sont rapides à écrire. Oui, on pourra répondre à l'écrit après. À la limite, tu peux les sourcer et on pourra faire ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on a pas mal couvert le scope initialement prévu. Quoi. On va parler pendant 3 heures, je pense. Bah, de toute façon, oui. J'ai fait exprès de ne pas rebondir sur le sujet tarif du marché parce que moi, j'ai la vision opposée. Mais c'est un sujet à part entière, donc je me suis retenu. Oui, non, mais c'est intéressant hein, si tu as une vision opposée. Bah, ouais, sur le tarif, il y a quelqu'un qui a demandé, par exemple, si c'est vraiment un phénomène que le TGM des chefs de projet, managers, directeurs de projet en IT, il avait baissé. En fait, ouais. Ça va dépendre des secteurs d'activité. Si vous êtes dans le secteur des transports ou du retail non alimentaire, bien sûr que tout est en train de baisser. Si vous êtes dans un grand groupe plutôt tertiaire, non, ça ne baisse pas. Chez Zoom, par exemple, donc, ou chez Livestorm, je pense que ça. Voilà, donc. Oui, vous adaptez aussi aux secteurs qui ne sont pas en crise et qui sont justement en pleine. Chez Air France, c'est simple, il n'y a plus personne. Donc, ça a plus que baissé, il n'y a plus personne. Voilà. Tout le monde a été remercié. Bon, voilà. Mais je pense que Air France, c'est vrai qu'un indépendant ou pas, c'est compliqué. Maintenant, si vous êtes dans une grande banque qui ont beaucoup moins souffert, c'est beaucoup moins compliqué. Donc, ça dépend aussi des secteurs d'activité. Ouais. Ce que je dirais, moi, sur le tarif, je dis toujours, enfin, ce que je porte pour les gens que j'accompagne, c'est de dire ne regardez pas le prix du marché, parce qu'en faisant ça et en se positionnant à la moyenne ou en dessous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On alimente la course au prix le plus bas. Et on alimente ce truc où tout le monde essaie de juste prendre la place en dessous parce qu'on vit un peu moins cher, on va me prendre. Et ça rejoint un peu ce que tu dis là de chercher les secteurs. Enfin, dans quel secteur ça évolue. Pour moi, le rôle premier d'un indépendant, c'est d'être un peu un détective et de se demander qui sont les gens que j'ai envie de servir, où est-ce que sont les besoins et les gens qui ont, j'appelle ça la plus grosse douleur, donc ils ressentent vraiment un besoin pressant par rapport à un sujet et auquel on peut apporter nos compétences et créer une offre qui y répond. Et quand la douleur, le besoin, il est fort et ça évolue de secteur en secteur, ça évolue d'endroit en endroit en fonction du contexte du monde, comme tu l'as super bien dit, ben là, du coup, notre TJM, on n'est pas obligé de rentrer dans cette course-là, il faut que je le baisse parce que tel truc. Il faut juste réussir à savoir où est le besoin fort, où est-ce que mes compétences ont beaucoup de valeur et où est-ce que moi, je peux me positionner avec mon expertise, mon histoire, peut-être les contenus que j'ai créés, peut-être les choses où j'ai pris la parole pour montrer que je suis la personne qui peut apporter le plus de valeur sur ce truc précis-là.
Et c'est pour ça que si on cible tout le monde, au final, c'est très difficile de faire ça parce qu'on n'est jamais la meilleure personne pour ça. Pour moi, ce que j'essaie de faire quand je rencontre mes clients, encore une fois, ça s'adapte de différentes manières à différents secteurs, mais j'ai envie que la réaction de mes clients quand je leur parle de ce que je fais et qu'on se rencontre, ils se disent où est-ce que tu as été toute ma vie et pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt. Et j'essaie de créer cette réaction avec ce que je fais et ma manière de présenter mon approche et ainsi de suite. Et c'est un travail de recherche constant, quoi, de faire ça. Oui. Après, le sujet des tarifs, il est super, super dense et ça dépend de plein de facteurs différents. Donc, on va pas trouver la réponse aujourd'hui, mais c'est cool d'avoir les avis inverses, quoi. Ouais, du coup, on arrive sur la fin, on a fait 50 minutes, mais ouais, c'est un grand sujet et après, on peut toujours se retrouver sur LinkedIn ou sur le Slack. Je vais vous mettre le lien pour continuer la discussion. Mais ouais, dans le Slack, carrément. C'est d'avoir vos deux points de vue et d'avoir de connaître un peu vos situations à chacun. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et puis, ouais, n'hésitez pas à vous de nous avoir écoutés, d'avoir proposé. Moi, je serai dispo pour répondre dans le Slack. Vous allez sur mon site, sur le site, vous pouvez les déposer sur le site, je vous répondrai. Tu peux nous partager ton site, du coup, François, s'il te plaît? C'est brapi.fr. Brapi.fr. B comme bonbon, R-A-P-I. Stéphanie, je te laisse le mettre dans le chat. Brapi.fr, c'est le benchmark des responsables achats de prestations intellectuelles. Excellent. Et pour ceux qui veulent me retrouver, moi, c'est thomasburbidge.com. Je vous mets le petit lien aussi dans le chat. Et du coup, vous avez toutes les ressources, tous les contenus. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire pareil que François. Je vous réponds avec grand plaisir à vos questions suite à cet échange. Super. Yes. Super. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis, bonne fin de journée. Merci. Ciao. Ciao.